beaucoup de nous rejoindre à ce nouvel événement du Cercle franco-britannique qui lui-même prend la suite des autres événements que nous avons organisés tous ces derniers mois. Je pense notamment à l'événement que nous avons mis sur pied avec l'Association des anciens d'Oxford et de Cambridge à Paris, à l'ambassade du Royaume-Uni, où se réunissaient Monsieur Patten, le chancelier de l'Université d'Oxford et l'ancien commissaire européen, et Monsieur Pierre Heilbronn, qui est le vice-président français, ou en tout cas un des deux vice-présidents, si je ne me trompe pas, de la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui est à Londres, comme vous, ce soir, Monsieur McShane. Alors ce soir, nous avons un débat qui porte sur la situation britannique. C'est un terme assez vague, mais qui, en l'espèce, en accord avec notre invité, signifie de s'interroger sur la crise sanitaire et en particulier sa gestion par le gouvernement conservateur actuel. Il y a un deuxième sujet que nous aborderons, c'est la situation politique intérieure et en particulier la question de savoir si M. Johnson est fragilisé par cette crise. Et puis il y a une autre question, bien sûr, aussi de politique intérieure qui est tout l'enjeu de la reconstruction du parti travailliste qui a depuis quelques semaines un nouveau leader. Et puis le troisième thème que nous aborderons sera celui du Brexit, qui est une thématique que M. McShane connaît particulièrement bien. Alors, vous l'avez compris, puisque vous êtes tous là, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir M. McShane, qui est particulièrement connu en France pour avoir été le ministre des Affaires européennes de Tony Blair de 2002 à 2005, et aussi pour être un analyste tout à fait astucieux et plein d'humour de la vie politique britannique, française et également européenne. Certains ne savent pas toujours que vous avez été, M. McShane, député travailliste pendant 18 ans dans la circonscription de Rotherham, qui se situe dans la très belle région du Yorkshire, dans le sud du Yorkshire, si je ne me trompe pas, et que vous êtes aussi l'inventeur du terme de Brexit, qui est un enjeu auquel vous avez consacré 2 livres. Un premier livre en 2016 qui s'appelait Brexit, Why Britain Will Leave Europe, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, et un deuxième livre qui a été publié en 2017 et dont l'argument est en apparence contradictoire puisqu'il s'intitule Brexit No Exit, Why in the End the UK will not leave Europe. Alors qu'en réalité, dans ce deuxième livre, vous pointez toute la difficulté du processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et vous indiquez que, bien entendu, un certain nombre de liens seront conservés. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir, Monsieur le Ministre, cher Denis. Alors, avant de commencer notre discussion, je voudrais rappeler à tout le monde que les micros doivent rester fermés parce que si tel n'était pas le cas, nous aurions beaucoup de bruit nauséabond et que, bien entendu, si vous avez des questions à poser à notre invité, nous vous invitons à le faire dans le chat que vous trouverez facilement dans l'onglet qui s'appelle « Converser » en bas de votre écran. Et les questions seront rassemblées à la fin. Elles pourront porter naturellement sur chacun des 3 chapitres que nous allons aborder ou aussi sur la situation de la France ou la situation générale de l'Union européenne. Alors, je voudrais commencer notre discussion en évoquant la crise sanitaire du Covid-19 au Royaume-Uni. D'abord en rappelant le contexte. Chacun sait, je crois, que le Royaume-Uni est en fait un petit peu un pays du Sud dans cette affaire, puisqu'il est très touché par la crise sanitaire, presque autant qu'un pays comme l'Italie ou comme l'Espagne, puisque au 24 avril dernier, selon les chiffres officiels, il y avait 108 000 cas de Covid positifs et 19 500 décès qui avaient été recensés à l'hôpital. Et ces statistiques ne comptaient pas les décès qui avaient pu intervenir dans les care homes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France les EHPAD. Et donc, selon certaines estimations, comme celle du Financial Times, il y aurait en réalité au Royaume-Uni plus de 40 000 morts. C'est donc une situation sanitaire qui est particulièrement grave dès lors qu'on attache de l'importance à cette crise. Peut-être peut-on également la relativiser, nous le verrons dans notre discussion. Mais en tout cas, la situation britannique a clairement suscité un certain nombre de critiques
vis-à-vis du gouvernement conservateur qui est accusé d'avoir mal géré les choses. Alors, il les aurait mal gérées, non pas tellement parce qu'il n'aurait pas élaboré une stratégie de gestion de la crise, puisqu'il l'a fait tout à fait au début du mois de mars, ni parce qu'il n'y aurait pas assez de lits de réanimation, mais bien pour deux raisons, en fait, d'après ce que j'ai pu recenser. La première raison, c'est que le fameux confinement dont nous parlions, le lockdown en anglais, a été décrété assez tardivement, le 24 mars. Et certains disent, mais voilà une erreur manifeste du gouvernement Johnson qui a sous-estimé les événements et qui, au contraire, souhaitait au départ avoir une forme d'immunité collective, c'est-à-dire laisser la population être contaminée et ensuite immunisée. Et puis la deuxième critique qui a été formulée, c'est celle du manque d'équipements médicaux et d'équipements de protection individuelle. Donc c'est tout ce qui est ventilateur, tests, bien entendu, et masques. Donc voilà la situation au Royaume-Uni et je voudrais vous demander, monsieur le ministre, d'abord, pour commencer, comment vous voyez cette crise, si vous la trouvez grave ou au contraire, est-ce que vous faites partie de ceux qui souhaitent la relativiser? C'est très grave. On annonce aujourd'hui que l'Angleterre est champion des morts en Europe avec le coronavirus. On a dépassé l'Italie, l'Espagne, la France. Et avec les États-Unis, sur les 258 000 morts à l'échelle mondiale, nos deux pays ont eu plus de 100 000 morts. Donc, on peut peut-être commencer à poser la question avec la combinaison de M. Trump et le Brexit, si le modèle anglo-saxon est si performante qu'on lit dans le Financial Times, le Wall Street Journal et parfois dans les pages du Figaro à voir. Donc c'est assez sérieux. On peut le lier dans un cadre plus large. La reine a 94 ans. Son mari, le duc d'Édimbourg, dans un mois, 99. On passe vendredi à fêter la journée victoire en Europe et la reine est probablement une des rares femmes survivantes qui ont porté l'uniforme de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on baigne toujours dans son nostalgie, mais nous voilà avec un nouveau défi, un nouveau attaque, si vous voulez, sur l'Angleterre, et on n'a pas un Churchill. On a plutôt un Chamberlain ou un Baldwin ou un Daladier. Et on commence à avoir des vraies critiques parce que le 3 mai, M. Johnson, je l'ai vu, il fait un briefing, les ministres font des briefings tous les après-midi. Il annonce, oh, moi, je suis allé à l'hôpital, je serre le main à tout le monde, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec ça? Et ce même jour, la commission des sages scientifiques en disant, en tout cas, ne touche pas à personne. Monsieur Johnson, oh, non, non, moi, je suis très tactile, j'ai bien touché. Le 8 mars, il est allé à le grand match de rugby pour nous, l'Angleterre contre le Pays de Galles, c'est le crash total avec son partenaire qui vient d'avoir son 6e ou 7e bébé, on ne sait pas. Et puis, le 12 mars, on a eu le plus grand rassemblement des gens qui aiment les courses au cheval, le Cheltenham Gold Cup. 250 000 personnes, la plupart venant d'Irlande, noyant dans le Guinness et le champagne et toute l'excitation de la course. Et aussi, et en même temps, les autres pays européens commencent à comprendre que la seule façon de couper le virus, c'est de nous isoler les uns et les autres. Et il y a une histoire, ce n'est pas confirmé, que le vendredi, le 20 mars, le président Macron a téléphoné, a appelé à M. Johnson en disant, si vous ne fermez pas, si vous ne prenez pas des vraies mesures comme nous, on va fermer les frontières entre la France et l'Angleterre, c'est-à-dire Calais d'où passe la moitié de tout ce qu'on bouffe au monde, j'en achète dans les supermarchés. Et si vraiment cette menace a eu lieu, il y a le rationnement des nourritures très vite. Donc, M. Johnson, finalement,
parce que c'est un libertaire, c'est libertarienne, c'est l'homme de droite, mais la droite ultra-libérale a commencé à faire le lockdown. Et le problème pour ces conseillers, c'est que, je ne vais pas faire des comparaisons exactes, mais mai-juin 1940, on n'a pas assez de pilotes, pas assez des chasseurs, on n'a pas des masques chez nous. En France, vous allez chez Auchan, vous achetez 10 masques pour 5 euros. Chez nous, c'est 2 masques pour 5 euros. Et c'est impossible de procurer. C'est une désorganisation totale de la préparation, le stockpiling. Et maintenant, bien sûr, M. Johnson a été pris par le coronavirus. C'était beaucoup plus sérieux qu'on annonce. Il est vraiment là, moitié-moitié. Il a survécu, grâce à Dieu. Maintenant, il est papa à 56 ans pour le 6e ou 7e fois. Donc, on est content. Mais on commence à poser des questions très sérieuses sur la gestion de la crise. Oui, alors vous soulignez finalement que le confinement a bien été décrété trop tard. D'après vous, c'est une erreur. Hein, et que, bien entendu, il y avait, comme dans d'autres pays européens, un problème d'approvisionnement en masques, mais aussi en tests. Donc, la situation sanitaire continue d'évoluer, même si je crois qu'elle est aujourd'hui moins grave qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, et on est en train d'apercevoir la sortie de cette crise. Mais avant d'évoquer cette sortie de crise, ce processus de déconfinement, est-ce que vous pouvez nous dire comment les gens vivent cette expérience inédite, un peu historique? Calmement, il y a des stress, bien sûr. Des femmes qui sont battues par leurs hommes à la maison, c'est plus facile pour les hommes de se comporter dans cette manière dégoûtante. Mais globalement, on est un peuple qui obéit aux règles. Il y a quelques exceptions, mais parfois on peut sortir du footing, du jogging. On peut prendre le vélo. Donc, on n'a pas besoin d'une attestation de dire je jure sur mon honneur que je fais X et Y. On peut circuler dans c'est déconseillé. On a eu un scandale ce matin, un super scandale. C'est presque pire que la France. Le professeur le plus connu dans cette matière, qui a insisté sur le confinement très, très strict et dur pour couper le virus. Bon, il est seul, divorcé. Sa petite amie, c'est un autre scientifique, marié, mais un peu séparé de son mari. Et on l'a trouvé chez lui, donc contre tout ce qu'il a annoncé. Donc, il a dû démissionner. Et les Anglais sont toujours super excités quand il s'agit de la sexe chez les grands. Donc, mais globalement, c'est plutôt l'inquiétude pour l'avenir. Est-ce qu'on va avoir un job? La moitié des Anglais maintenant sont payés par l'État. J'ai mes 4 enfants, 2 sont OK, mais 2 ne savent pas leur avenir, par exemple. Il y a les lignes aériennes vont couper les effectifs. Bon, c'est comme partout en Europe, mais c'est un énorme point d'interrogation sur l'avenir de l'économie. Oui, effectivement, ça c'est un enjeu, la sauvegarde de l'économie au Royaume-Uni qui est commun à d'autres pays européens. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la perte en ligne, de la destruction d'entreprises et du chômage qui augmentera et qui restera assez élevé pendant longtemps? Disons, nous avons basé notre modèle économique avec son marché du travail ces dernières, je dirais, 30 ans sur l'idée de maximiser les boulots à tout prix avec des énormes subventions aux employeurs qui ne payent pas un salaire décent. Donc, l'employé a le SMIC et puis un supplément
grâce aux subventions du gouvernement, qui permet à la construction d'énormément de petits cafés, des startups, services de livraison, services à domicile. Et tout ça sont de plus en plus difficiles parce que si vous êtes gérant de ce café startup, vous avez besoin de combien de gens par jour. Si vous êtes obligé de garder chacun à 2 mètres de l'autre, laisse la moitié tous les clients dans la rue en attendant avec 2 mètres entre chacun. Est-ce que c'est faisable? Probablement pas. Et donc là, certainement, et eux, ils n'ont pas de réserves, ils n'ont pas de pension, ils n'ont pas des économies et on a énormément d'inquiétudes sur leur avenir. Oui, donc il y a une incertitude sur la qualité et la vigueur du redémarrage économique. Et ce que vous dites aussi, qui est très intéressant, c'est que finalement, les questions sociales, la précarité au travail, la paupérisation ont été ravivées, non seulement avec le Brexit, mais aussi avec cette crise-là. Et peut-être que ça réapparaîtra encore plus nettement dans le débat politique plus tard. En tout cas, on peut l'espérer. Mais alors, pour sortir de la crise, vous disiez tout à l'heure, avant de commencer, que le gouvernement avait annoncé un déconfinement lundi prochain, mais sans trop de détails encore. Absolument. Monsieur Johnson a eu quelques minutes assez malheureuses, pas confortables pour lui. Comme vous savez, on a tous les mercredis à midi dans la Chambre des communes un échange assez vif entre Monsieur le Premier ministre, Madame le Premier ministre et le chef de l'opposition. Et cette fois, c'est la première rencontre entre Sir Keir Starmer, le nouveau chef des travaillistes, et M. Johnson. Et M. Johnson, c'est un orateur remarquable. Il passe super à la télé, mais il est nul dans la Chambre des communes. Ce n'est pas du tout son arène, sa théâtre. Donc, il bégayait, il n'avait pas des bonnes réponses à Starmer, était très cool, c'est un avocat de haute réputation, c'est pas Jeremy Corbyn qui sloganisait sans cesse. Et j'ai regardé les réponses sur le Twitter et même ceux qui ne sont pas du tout partisans de la gauche disent ouf, c'était terrible pour Johnson. Donc, 1 heure plus tard, il annonce un possible mini-déconfinement pour lundi. Donc ça, c'est tout ce pour gérer, à mon avis, l'opinion publique. Mais sans détail, moi, j'ai toujours bien compris pourquoi on est obligé de fermer les coiffeurs, les centres de jardinage, comme on dit chez nous, qui sont comme le supermarché pour nous, les Anglais, nous sommes un pays de jardiniers, et peut-être des autres commerce qui peut commencer à refonctionner. Mais à Londres, où je suis, tout le monde va au boulot dans le métro. Et le métro, c'est 90 minutes et on est vraiment des sardines, exactement comme à Paris. C'est identique à Paris. Mais comment on peut faire ça avec l'obligation de garder 2 mètres de distance? Et sur la question des débats, oui, mais tout le monde est sorti. Tous mes camarades de la gauche depuis des années, voilà, l'État est de retour, le gouvernement est de retour. Maintenant, on avance vers le socialisme. Voilà mon programme pour X ou Y, etc. Mais il n'y a pas de consensus. Un débat très sérieux. Est-ce qu'il faut peut-être suspendre l'idée d'avancer vers l'économie verte, qui est toujours assez coûteux sur les postes d'emploi, les jobs traditionnels. Et M. Johnson aussi, il a absolument laissé tomber tout l'héritage de Mme Thatcher. Le néolibéralisme est mort, le gouvernement dépense de l'argent, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on s'endettait sans le moindre regard déficit et le reste, et on aide des entreprises avec les aides de l'État. Donc, M. Johnson, en effet, Jeremy Corbyn a dit me voilà,
quand j'ai dit il y a 3 mois, il faut que l'État fait beaucoup plus. Tout le monde m'a traité comme un communiste ou un trotskiste ou un idiote. Et maintenant, M. Johnson applique ma politique. Hmm. Oui, ça c'est un point très intéressant qui nous amène à parler de la situation politique intérieure, ce retour de l'État qui est attendu ou qui est déjà réalisé. Est-ce que vous pensez que c'est un point qui va faire l'objet d'un consensus entre les différentes forces politiques au sein du Parti conservateur, bien sûr au sein du Parti travailliste, mais d'une façon qui est peut-être mieux appréhendée? Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas si ça va former un consensus, mais il ne faut pas oublier que les conservateurs, ce n'était jamais un parti libéral dans le sens de libéralisme économique Manchester. Euh, Par exemple, après la guerre, ou après le retour au pouvoir en 1951, les conservateurs ont impliqué tout le programme de l'économie mixte, les droits pour les syndicats, l'investissement dans le social, qui a été mis en place par les travaillistes. Hmm. Et ça a duré jusqu'à l'arrivée de Mme Thatcher, qui a eu sa révolution assez libérale, qui n'était pas tout à fait dans la tradition. Les 3 siècles de Parti conservateur, c'est un parti assez cynique qui, franchement, s'il doit agir à gauche et à droite au centre, ça leur fait une belle jambe, aussi longue que ça donne une majorité au Parlement d'avoir le pouvoir pour faire leur projet et aider leurs supporters. Donc, je crois que M. Johnson n'est jamais un droitiste dans le sens Nicolas Bavarez ou le sens de l'Institut Montaigne. Je ne critique pas, j'admire l'Institut et Nicolas, mais je crois qu'on va voir beaucoup plus d'interventions et beaucoup très difficile à gérer politiquement parce que les gens, les députés du Parti conservateur, n'ont pas cet esprit. Hmm. Eux, ils rêvent toujours de retour à le Valhalla, la nostalgie les années de Madame Thatcher où on frappe les syndicats, on a créé les petites entreprises et on ne parle jamais de la sociale. Très intéressant, Monsieur Johnson refuse d'utiliser le mot austérité. Hmm. Il dit non, ça publiquement. Non, c'est pas mon mot. Hmm. Donc, toutes ces années d'austérité après le crash d'il y a 11-12 ans maintenant, c'est mis dans la poubelle de l'histoire. Mhm. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous rappelez que le Parti conservateur est pragmatique au plan idéologique, qu'il n'a pas toujours été très libéral et aujourd'hui est une période semblable à d'autres par le passé où effectivement on souhaite avoir des politiques plus sociales et aussi réinvestir. Et je crois que cet enjeu est important, en particulier dans le nord de l'Angleterre, dont vous avez été élu et où le Parti conservateur, lors des dernières élections générales, a vraiment raflé un peu la mise, a piqué des électeurs à la gauche. Est-ce que vous croyez qu'il va délivrer en bon français dans cette zone-là en particulier? Bah, c'est tout trop schématique de dire le Nord était toujours à gauche. Pendant ma vie, le Nord d'Angleterre avait pas mal de députés conservateurs aussi. Les travailleurs, ou la classe ouvrière, appelez-les comme vous voulez, sont des patriotes. Parfois, ils ne sont pas très amis vis-à-vis les immigrés, soit question de couleur, de religion, ils sont très bon marché, comme les arrivées de l'Europe de l'Est. Et les conservateurs étaient présents un peu partout dans le pays. Il y a aussi dans l'histoire un grand clivage entre les électeurs catholiques et les électeurs protestants. Je ne vais pas entrer dans l'histoire des élections britanniques. Mais oui, c'est primordial pour M. Johnson parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière Premier ministre d'avoir une majorité solide était Mme Thatcher après l'élection de 1987. Dans les années 90, non, pas de majorité. Après les 13 ans des travaillistes, après l'arrivée de M. Cameron, mais sans majorité,
il était obligé de se comporter avec les libéraux-démocrates, et les Tories détestent les libéraux-démocrates plus qu'ils détestent les travaillistes. Et puis, il a obtenu une majorité mince en 2015, puis il a jeté à bord avec son référendum sur Brexit, plongé le pays dans 3 ans dans un parlement sans majorité. Mais finalement, arrive M. Johnson, qui obtient une majorité très solide grâce principalement au fait que Labour a mis Jeremy Corbyn comme notre chef, qui était totalement inéligible. Mais cette majorité n'est pas si solide que ça. Donc, si Labour, si Starmer obtient beaucoup plus de support, on peut avoir un renversement. Je dirais que la majorité de M. Johnson, et j'espère pas que mes souhaits sont pairs à mes pensées, mais c'est plus fragile qu'on pense. Donc pour M. Johnson, il sait que la politique ultra-droitiste ne trouve pas soutien dans suffisamment des électeurs pour garantir la continuation des Tories comme gouvernement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, le Parti conservateur a une très nette majorité. C'est la plus belle depuis 1987. Et donc, il ne peut pas être retiré du pouvoir avant les prochaines élections qui seront… oui. Il est là pour 5 ans. Et honnêtement, le gouvernement du pays, c'est partie de notre crise constitutionnelle que c'est un seul homme. C'est M. Johnson. Il a mis dans le conseil des ministres des députés, soit ceux qui sont, j'utilise le mot un peu fanatique, mais ils sont absolument leur seul souci était le Brexit, c'est l'anti-européanisme pendant leur carrière. 1 ou 2 compétents, mais chacun doit sa place à M. Johnson. Il est aussi puissant M. Orban à Budapest, Kaczynski à Varsovie, Erdogan en Turquie, peut-être à l'époque même le président de Gaulle en France. Le pays, le gouvernement, c'est Boris Johnson. Il n'y a personne d'autre qui compte pour le moment. Vous avez parfaitement raison. Il a un long 5 ans devant lui de découvrir un modèle politique économique qui va garantir sa réélection en 2024. 2024, oui. Et au passage, il y a eu une mutation protéiforme du Parti conservateur puisqu'il est devenu plus populaire. Si on regarde ses membres, ses députés, ils sont moins dans la haute société. Oui. Ils sont plus jeunes aussi, ils sont plus divers en termes ethniques. Et puis le Parti conservateur, qui était avant un parti assez raisonnablement européen, dans la mesure où il arrivait à trouver un équilibre entre ses intérêts et son souci de souveraineté, est devenu un parti très nettement anti-européen maintenant, de même qu'il est devenu anti-immigré, en particulier venant d'Europe. Et qu'il n'est plus très, très libéral au plan économique. Mais alors, vous souligniez tout à l'heure que la gauche pourrait se refaire en quelque sorte. On a vu arriver un nouveau leader qui s'appelle M. Starmer, que vous avez déjà un petit peu mentionné. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est cette personne et si vraiment il a, selon vous, les capacités pour réunir ce parti qui a été extrêmement divisé à la fois sur la personne de son ancien leader, M. Corbyn, qui était très à gauche, et aussi, bien sûr, sur la question du Brexit. Comment est-ce que vous voyez ce défi-là pour M. Starmer? C'est absolument fascinant. Lui, c'est un avocat libéral. Il faisait son boulot de juriste dans le domaine principalement des droits de l'homme. Surtout représentant les gens dans des pays de l'ancienne colonie, parce qu'on a la peine de mort dans pas mal de pays du Commonwealth si on est gay, c'est horrible. Donc, il n'était jamais actif ou présent dans le débat politique anglais. Son première élection, c'était exactement il y a 5 ans,
quand il a hérité ce qu'on appelle un siège sûr, donc garanti d'être élu, mais avant, il n'a jamais candidat pour conseil municipal ou siège plus difficile. Il n'a pas participé dans les débats de la politique du Labour. C'est un des cercles où il habite, des avocats très proches de Tony Blair. Et le trait, c'est Islington, Kentish Town, Camden Town, Hampstead, c'est un peu la rive gauche des années 50 en Paris. Tout le monde l'aime, il est solide, compétent. Et le moment venu, on a subi le 5 ans de M. Corbyn. Et non, je connais Jeremy presque toute ma vie, mais c'est un homme peu 68 ans de gauche développé dans les années 70, mais qui a absolument, c'est un bourbon de la gauche. Il n'a rien appris et rien oublié de cette époque-là. Donc, c'est un prêcheur plutôt qu'un homme politique. Et il a énormément de défauts et qui étaient exploités sans pitié par la presse. Et le professionnel du Parti travailliste ne l'aimait pas, mais les jeunes qui ont adhéré ces dernières années, qui veulent quelqu'un qui est idéaliste, qui est contre tous, l'aimaient. John Starmer est assez différent, mais quand même, le parti est pour la plupart peuplé par des membres qui se sont inscrits ces dernières années, ou même plus récemment, en espérant un virage à gauche. C'est un parti plutôt Bernie Sanders que Joe Biden, si je peux faire une comparaison américaine. Et Starmer, pour le moment, c'est lune de miel. Il y a une très, très bonne première sortie cet après-midi, mais il faut qu'il commence à taper. Et pour le moment, les sondages sont très nets. C'est toujours 48-49 travaillistes, 31-32 pour le Labour. C'est de grands écarts. On n'a pas des élections avant mai prochain. On a suspendu les élections pour les grandes cités pour 7 mois. Donc, le mai prochain, on a toutes les élections pour Londres, Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, etc. Et surtout pour le Parlement en Écosse. On n'a pas mentionné l'Écosse, mais cette crise constitutionnelle d'Angleterre, c'est aussi tourne autour de le Royaume des Unis, parce que les Écossais ne voient rien en commun avec M. Johnson et ce gouvernement très, de leur point de vue, sudiste, sud d'Angleterre, des élites de Eton et Oxford et la reste. Donc, c'est très difficile pour le Parti travailliste, pour ce Starmer, parce que la plupart des Écossais, ils ne sont pas qu'ils sont sécessionnistes ou séparatistes, mais ils veulent par exemple rester en Europe. Comment gérer ça? Quand chez nous, il y a des gens qui disaient ah non, 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 on est trop européens, les travailleurs, les couches populaires ne vont jamais revenir vers les bœufs si on insiste sur l'importance de l'Europe. Il faut fermer les frontières, contrôler l'immigration, refuser d'appliquer les règles de l'Union européenne. Donc, il y a un certain fin pour le succès. On a 10 ans d'absence de pouvoir et ça change le parti. Et avec notre système qui n'est pas du tout proportionnel, les gens commencent à comprendre qu'il faut absolument être populaire auprès de la majorité des électeurs. Ça sent un peu évident, mais dans les partis, ce n'est pas toujours bien compris. Donc, il est un très bon commencement, mais il faut me demander dans un an, vraiment, pour évaluer la performance de Sakir.
Il faut lui laisser du temps, il faut qu'il rentre dans sa fonction. Et au niveau des autres partis, est-ce qu'on a observé du changement? Est-ce que, par exemple, les libéraux-démocrates sont toujours aussi affaiblis? Est-ce que les écologistes peuvent profiter d'un souci, notamment dans la jeunesse, des questions climatiques? Disons que moi, toujours, je reviens sur cette question de système de sélection par majorité, pas par proportionnel. Donc, les libéraux-démocrates ont craché totalement dans deux élections l'année passée, les élections au Parlement européen, qui étaient toujours le lieu où ils avaient une certaine présence comme le parti le plus européen. Et puis, dans l'élection générale, et même leur leader a perdu sa siège en Écosse. Et donc, je vois mal pour le moment le retour des libéraux démocrates. Les Verts aussi, c'est le problème que si vraiment une politique verte commence à avoir une vraie attraction pour la population, le Labour ou les Tories vont l'adopter. Mhm. Euh, et toujours sur les 650 circonscriptions, chacun son petit champ de bataille. Euh, et s'il n'y a pas majorité de verts, il faut, dans chaque circonscription, ils ne vont pas avoir un grand percée. Donc non, je vois mal euh, une grande réformation de l'échiquier politique avec l'arrivée des nouveaux partis pour remplacer les travaillistes ou les Tories. Mhm. D'accord, je vois. Alors, vous avez mentionné les tensions territoriales entre l'Écosse et l'Angleterre, notamment, qui est une des crises latentes, sous-jacentes au Brexit, puisqu'on sait que l'Écosse n'a pas voté comme l'Angleterre Irlande du Nord. ou comme l'Irlande du Nord, bien entendu. Et donc, ça nous permet de faire une transition vers la troisième thématique de la conférence, qui est le Brexit. Alors, chacun sait que Boris Johnson a notamment été élu d'une façon qu'on peut juger cynique et dangereuse, avec la promesse de Get Brexit Done, qui est un message qui a eu beaucoup d'impact. Il a fait croire aux Britanniques qu'il arriverait à conclure un deal et à sortir avant la fin de l'année dernière, ce qui a été particulièrement apprécié. De fait, il a réussi à conclure un accord sur la première phase du Brexit, c'est-à-dire l'arrangement sur le divorce, et en particulier les questions de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et maintenant, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et nous négocions la deuxième phase, celle qui est propre aux relations futures dans le champ économique, commercial, mais aussi de sécurité, de défense, avec aussi des enjeux juridictionnels. Le rôle de la Cour de justice, par exemple, est aujourd'hui un des sujets contentieux. Il y en a d'autres. Il y a bien sûr celui de l'alignement réglementaire. Le gouvernement conservateur ne veut pas s'aligner, ou en tout cas ne prétend pas s'aligner. Et puis, il y a aussi un point de contentieux sur la pêche. Donc, j'aimerais bien vous demander comment vous jugez d'abord la position du gouvernement conservateur lorsqu'il prétend que s'il n'arrive pas à conclure un deal avant la fin de l'année, ce qui est normalement prévu, il est prêt à sortir sans accord de l'Union européenne. Est-ce que vous croyez qu'il bluffe encore une fois ou non? Disons que M. Johnson a passé 30 ans de sa vie écrivant tous les jours, tous les matins, un papier anti-européen, faisant discours tous les soirs anti-européens. Et il était finalement, il a gagné le Brexit, il est arrivé chef du pays grâce à cette politique. Donc, difficile à faire marche arrière ou de suspendre le processus. Le problème en est, c'est que personne a défini il y a 4 ans le débat sur le plébiscite, le référendum, qu'est-ce que c'est leave the European Union, quitter l'Union européenne. On a quitté, on n'est plus membre du traité. Donc, est-ce qu'on a rempli le référendum? Moi, je peux dire oui. Maintenant, passons
comme je crois le général de Gaulle, Napoléon a dit, et le reste, c'est l'intendance. Commencer à débattre la logistique, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais non, il y a énormément de gens qui vont en rupture amputationnelle totale. Et là, ce serait c'est encore plus difficile d'ajouter ça avec l'impact économique du coronavirus, parce que no deal veut dire que chaque chou-fleur qui arrive de Bretagne, chaque tomate qui arrive des Pays-Bas, et la moitié de notre nourriture frais dans les rayons de supermarché arrive tous les matins dans 2000 camions à Douvres. Et puis Lidl, la chaîne de supermarché Lidl, a 1300 que pour Lidl. Et ils arrivent partout dans le royaume. Et tout le matin, nous voilà avec les rayons remplis. Mais personne ne sait que tout ça arrive grâce au fait qu'il n'y a pas de contrôle frontière. Le vendeur des choux-fleurs vend nos choux-fleurs chez nous comme ils vont à Paris ou à Francfort. Maintenant, chaque doit être contrôlé. On a annoncé cette semaine qu'il faut que les entreprises doivent préparer 50 000 bureaucrates simplement pour remplir les formulaires des dédouanements. Monsieur Barnier a passé 2 ans en allant vers tous les capitaux de l'Europe régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, pour voir le président, les ministres, les députés, les parlements, en expliquant la politique. Et l'Europe est unie, c'est très simplement, oui, on veut être amis avec l'Angleterre, oui, on accepte que vous avez quitté l'Union européenne, mais vous ne pouvez pas avoir votre beurre et votre argent du beurre. Et si vous nous rejetez dans la figure nos règles communes, qui irritent tout le monde, ce n'est pas que l'Union européenne est content de la réglementation de Bruxelles, loin de ça, mais c'est mieux d'avoir cette communalité que 27 pays, 28 pays cavaliers seuls. Et M. Johnson dit non, on veut les mêmes arrangements que le Canada, l'accord de e-commerce avec le Canada. Mais le Canada n'est pas ancré 25 km de l'Angleterre. Le Canada n'envoie pas 2000 camions tous les jours avec notre nourriture. On n'a pas 73 millions de vols tous les ans vers le Canada, comme les petits touristes, etc., etc. Et chaque boîte de services, des banques, finances, assurances, consultant management, audiovisuel, s'il veut faire du travail de commerce au Canada, doit y aller, établir un bureau et être en conformité totale avec les lois, les règlements canadiens. Idem pour les États-Unis. Mais M. Johnson et pas mal des entreprises pensent, je crois, que tout va continuer comme avant. Et notre MEDEF, notre patronat, notre chambre de commerce, il est très nerveux de Brexit. Il ne voulait jamais donner raison à Jeremy Corbyn. Il ne voulait jamais critiquer soit Mme May ou M. Johnson. Et donc, le pays est très mal préparé pour les réalités de Brexit dur. Donc, finalement, j'espère, comme avant, M. Johnson a fait un U-turn, il peut faire un virage 180 degrés très facilement, qu'il accepte probablement au dernier moment. Oui, il faut une extension de négociations. Donc, on repousse un peu, on ne cherche pas à claquer la porte. En effet, ça va être joué avant la fin du mois de juin. Mais il doit faire face à cette fronde absolument... c'est comme l'Algérie française, ces gens qui ne veulent pas accepter que le monde a changé et mieux vaut avoir quelques rapports avec l'Union européenne. Mais tout est à jouer, à définir dans pas mal de temps et surtout que personne n'en discute pas.
J'ouvrais mon Times, mon Guardian, le Financial Times, il y a des pages sur coronavirus, il y a un petit paragraphe sur Brexit et l'Europe. Hmm. Vous ne croyez pas tout de même que les Britanniques ont un peu mieux appris ce qu'impliquait l'adhésion à l'Union européenne et ce qu'impliquait d'en sortir depuis maintenant 4 ans qu'il a décidé de sortir? Mais non, on était divisé à l'époque, c'était 52 contre 48 en juin 2016, c'est-à-dire de tous les électeurs sur les listes électorales, il y a peut-être un tiers qui ont voté pour le Brexit, mais quand même, c'était majoritaire. On accepte ça dans la démocratie. Moi, je regrette personnellement, on n'a pas eu un référendum ici, comme vous, sur le traité constitutionnel d'il y a 15 ans. Je crois que si on a eu ce référendum ici, on aura eu exactement le même résultat qu'en France, aux Pays-Bas. À ça, aurait terminé les débats sur le référendum pendant 50 ans. Hmm. Mais non, on n'a pas eu ce moment de joie comme, bon, pour les anti-européens pour faire noyer le traité constitutionnel. Et les Britanniques, tous les sondages aujourd'hui, c'est pas mauvais. Les Hmm. gens restent toujours 50-50. Légèrement 51-52% maintenant contre le Brexit, plus nettement en faveur de l'extension, 64-67% des sondages, mais je vois, il n'y a pas un grand nombre d'affaires, secteur économique, qui dit rien sur la nécessité pour l'extension. Peut-être ils vont commencer quand on est plus proche de le moment de décider. Oui, donc vous pensez que le Royaume-Uni va demander une extension de la période de négociation qui doit se faire impérativement avant le 30 juin et qui pourra se matérialiser dans un délai de 1 à 2 ans supplémentaires. Alors, vous avez mentionné l'option du Canada qui ne paraît pas très souhaitable ni au fond pour le Royaume-Uni ni pour l'Union européenne compte tenu de l'étendue des liens, ne serait-ce que commerciaux qui existent entre les deux parties. Mais comment est-ce que vous voyez, lorsque les négociations seront conclues, l'ampleur de l'alignement qui existerait entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Est-ce que les liens vont rester très nets ou est-ce que vous croyez que ça va mal se passer et qu'on va avoir une séparation assez nette, un hard Brexit? Prenons le cas de la pêche. Pour le moment, M. Johnson a promis à tous les pêcheurs britanniques, vous allez retrouver votre eau territoriale de 200 km autour de l'île, qui va dire qu'on commence à pêcher sur le pont du Neuf à Paris, si c'est littéralement 200 km. Mais plus sérieusement, c'est la demande de la communauté des pêches depuis toujours, même si 60% de tous les poissons crustacés qui arrivent, arrivent en Angleterre sont tout de suite exportés à l'Europe. Donc, nous ne sommes pas un consommateur. Et depuis de fish and chips, on n'est pas un grand consommateur des protéines venant de la mer. Mais pour M. Macron, si j'ai bien compris, de Calais à Saint-Jean-de-Luz, il a des communautés pêcheurs furax prêtes à faire des vrais problèmes. Donc, lui ne peut pas céder aux demandes britanniques. Donc, il veut que le statu quo, peut-être légèrement modifié, continue. C'est toute petite partie. Les autres pays, l'Allemagne, le Budapest, le Polonais, les Italiens, question de pêche dans la Manche, ça leur fait un bel job. Mais ils vont rester solidaires parce qu'eux aussi ont leurs intérêts à défendre. Et ça n'est pas encore expliqué aux Britanniques. Moi, je crois que Johnson a le pouvoir, a l'autorité politique, est le seul chef maintenant vraiment pendant quelques années à venir
Et il peut, s'il dit on fait un virage de 180 degrés, sauf qu'il va annoncer que c'est un grand pas à l'avance, bien sûr, la plupart des députés conservateurs vont le suivre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est la presse anti-européenne, qui ont tellement investi dans la politique anti-européenne ce siècle. Est-ce qu'ils vont aussi accepter une modération? Mais ce n'est pas évident. Mon bon sens me dit que c'est absurde de mener le pays à la falaise en ajoutant l'énorme choc économique de Brexit à celle de coronavirus. Mais quand on parle avec les gens qui sont totalement convaincus, c'est comme un catholique contre les protestants il y a 5 siècles. Ils sont croyants, ils sont fervents. Qui sait alors? Deux petites choses à ajouter, Olivier. Si Trump perd à Biden, ça va changer un peu les enjeux. Le projet Brexit, le projet Boris Johnson est très lié avec la victoire de Trump. Et donc, si Trump perd, et je le souhaite bien sûr, ça va poser un problème. L'autre, c'est les questions éternelles. On me demandait en France depuis 20 ans comment on peut faire les Anglais plus européens. Je disais, donnez-moi une Europe performante. Donnez-moi une Europe de croissance de 2,5-3% tous les années pendant 10 à 15 ans. Et j'ai fait de mon pays un pays pro-européen. Donc, si l'Europe peut surmonter la crise, si l'Europe peut globalement avoir un projet pour l'avenir qui donne l'emploi, la croissance, la confiance, le revenu pour le gouvernement à faire des bonnes choses, oui, si l'image de l'Europe est beaucoup plus positive qu'il était depuis 20 ans chez nous, ça va changer. D'accord. Merci beaucoup, Denis, pour ces différents exposés. Je vois qu'il y a beaucoup de questions Oui, je vois. sur les trois thématiques. Je vais peut-être les regrouper deux par deux. J'observe d'abord une question de comment s'appelle ce monsieur qui posait une question sur la dépendance de l'économie britannique à des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment sur les masques et autres équipements médicaux. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une prise de conscience de cette dépendance et un mouvement de rapatriement des productions? Ça, c'est vraiment un débat qu'on voit aussi en France. Et puis, il y a une deuxième question de Elisabeth, que je salue au passage, sur la réponse économique qui a été apportée à la crise actuelle au Royaume-Uni. Je crois que de mémoire, le gouvernement seulement a mis sur la table 450 milliards de livres sterling, c'est-à-dire plus de 20% du PIB, d'engagements et de dépenses budgétaires diverses pour faire face à la crise. Est-ce que vous pensez que c'est efficace? Voilà ces deux premières questions, Denis, si vous voulez bien. OK. Oui, on parle un peu de... il faut reformer l'économie, mais un de mes magasins favoris ici, c'est Decathlon. Et chaque fois que j'irai chez Decathlon, j'examine chaque produit là-bas. Les gants, les t-shirts à 1,50 €, les vélos, les casques sont tous faits en Chine. Est-ce qu'on peut se couper de cette dépendance? Les masques, oui, mais les masques ont été faits en Chine depuis 20 ans. Et on commence à les importer. Les Chinois, bien sûr, font un bon commerce avec tout ça. Je vois mal l'idée d'un retour en arrière où tous les pays européens vont être plus autarkiques et couper les liens avec le reste du monde. Ce n'est pas une question pour l'Angleterre, c'est une question pour l'Allemagne, la France, les États-Unis. Sur la question, pardon, la deuxième question, rappelle-moi. La deuxième question, c'est sur
les mesures économiques actées par le Ah oui, Trésor, oui, oui. donc Ouais, les garanties bancaires et autres financements du ouais. chômage. C'est un peu idem comme le reste de l'Europe. Donc, en- en ménageant le chômage technique, en payant 80% de leur salaire allant à un maximum de 25 000 livres par an. Euh, pour le moment, ça va, mais il y a énormément de gens ici qui ne sont pas salariés, qui dépendent d'avoir le fric dans leurs mains, le Deliveroo, le livraison, et eux, ils sont un peu hors de vue dans l'économie d'il y a 6 mois, comme un peu en France, comme en Allemagne. Maintenant, ils sont là dans la rue avec leurs demandes, leurs besoins. Donc, je crois qu'il y aura un grand débat sur, par exemple, l'idée d'un revenu universel minimum. Tous ces débats qu'on sait, euh, mais on peut rêver d'avancer vers un monde Pikettyiste, si j'utilise le nom de le fameux professeur Piketty, mais est-ce que ça va plaire à tous les petits chefs de petites entreprises qui vont relancer leur mini-entreprise, mais sans payant un dime de plus en impôts. Donc, on aura un vrai débat économique. Certainement, je crois qu'on va terminer avec l'austérité ultralibéral, ordolibéralisme, FMI, toutes ces histoires, tout ça qui a fait cracher l'Europe du Sud après 2005. On sera plus généreux, on va avoir des déficits, on va terminer mise au placard le critère de Maastricht, mais ce n'est pas une réponse adéquate. Donc, on va avoir une vraie crise économique, sociale, je crois, pour nous tous en Europe. Et l'Angleterre n'a pas vraiment commencé ce débat. Hmm. Oui, très intéressant. Je vois qu'il y a une autre question d'ordre intérieur. Elle est très spécifique. C'est sur l'influence de Monsieur Dominic Cummings dans le SAGE. Alors, Dominic Cummings, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est le conseiller un petit peu bizarre de Monsieur Johnson, qui est considéré par certains comme un peu fou, fanatique, violent, autoritaire, et il s'est impliqué dans la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, chaque prince, chaque roi a besoin d'un cardinal Mazarin, non? Cummings, c'est une durée de la communication. Moi, je trouve que sa réputation est un peu exagérée, mais je ne veux pas entrer dans cet débat, mais c'est clair que M. Johnson dépend totalement de lui. Et je n'avais pas le moindre problème qu'un conseiller de M. le Premier ministre assiste au meeting d'experts scientifiques. C'est normal, je trouve ça normal. Et en effet, notre problème, on dit toujours chez nous, le mantra des ministres, c'est nous devons suivre la science. We must follow the science. Donc, il faut dire ce que disent les scientifiques. Mais les scientifiques sont totalement divisés. Ils sont comme les théologiens de tous les églises chrétiennes. Chacun a son point de vue. Ils sont dévoués à la science, mais l'idée qu'ils ont eu une réponse, parce qu'au début, les scientifiques, le principal, le Chief Scientific Officer, bon, le chef représentant de science dans le pays, c'est lui qui a avancé la thèse de l'immunité collective, herd immunity, immunité de troupeau, que Johnson a suivi et Cummings l'a aussi promu jusqu'au moment qu'il commence à réaliser, mais merde, ça va être 100 000 morts pour arriver au moment que toute la population a une immunité contre le coronavirus. Il faut pas mal de morts. Et donc, ils ont fait marche arrière à 100%, et commencé le lockdown et le confinement, ce qu'on fait ailleurs en Europe. Donc, Cummings, il est passionné contre l'Europe, ça c'est clair.
Ça, c'est son fonds de commerce depuis 20 ans. Donc, il sera le dernier à chercher un compromis ou proposer une extension. Mais quand même, Johnson a déjà indiqué que c'est Johnson qui est le chef. Et pour Johnson, c'est une question de 2024. Est-ce que je serai élu ou est-ce que je vais prendre trop de risques? Est-ce que dans 3 petits ans, en optant pour une amputation radicale avec l'Europe, l'Angleterre va immédiatement entrer dans une nirvana de croissance, de commerce, libre commerce avec le reste du monde. Donc, Cummings est intéressant, mais je crois moins important qu'on est dans le gouvernement par rapport à la période quand M. Johnson était dans une campagne. Là, Cummings est un homme de campagne, pas de gouvernance. Oui, j'ai une autre question intéressante sur la situation politique intérieure de monsieur ou madame Lega sur le fait que les politiciens anglais soient dans la réaction et non plus dans l'anticipation. Comment est-ce que vous voyez cette tendance? Est-ce que vous pensez qu'elle peut être renversée, hein? Donc, les politiciens ont moins de vision en quelque sorte. Oui, on vit de jour à jour. Churchill, je crois, a dit, comme tout le monde me dit, Monsieur Churchill, il faut investir, penser à le long terme. Il dit, mais oui, mais je vais être élu demain. Je ne suis pas élu dans 10 ans, 15 ans. Et je crois que c'est pas très différent de la France, etc. Donc, non, la différence, c'est que M. Johnson avait une majorité. Si vous avez une majorité, on a le droit, en Angleterre, si vous gardez votre majorité, de proposer des lois vraiment de réforme assez large. Madame Thatcher l'a fait, Tony Blair l'a fait, mais pas si solidement que Madame Thatcher. Monsieur Johnson a cette majorité, mais honnêtement, sa seule politique était simplement anti-européen. Comme il dit, I want to have my cake and eat it. Je veux mon beurre et mon argent du beurre. Et c'est son expression favorite, mais dans une gouverner et choisir. Et M. Johnson n'a jamais choisi une politique consistante. C'est un peu sa charme, parce qu'on peut choisir une politique consistante et pas dans une très mauvaise impasse. Mais non, pour le moment, il y a énormément de problèmes à résoudre, de traitement des âgés, la question surtout de changement climatique, qui justement une politique sur 30, 50 ans, et ce n'est pas vraiment notre style. Oui, malheureusement. Alors, il y a des questions aussi beaucoup sur le Brexit, notamment sur la future coopération entre le Royaume-Uni et l'UE sur les enjeux de sécurité à la lumière de la crise actuelle du coronavirus. Et puis, il y a également une autre question sur les liens Johnson-Trump. Est-ce que vous pouvez expliquer précisément en quoi le projet Brexit de Johnson est lié à la présidence Trump? Disons, sur la première question, je crois qu'une coopération, discussion militaire va continuer parce que, honnêtement parlant, ça, ce n'est pas encore vraiment une affaire de Bruxelles ou de l'Union européenne. Et il y avait des échanges entre Mme May et le président Macron et M. Johnson. Et cette coopération va continuer. Mais sécurité dans un autre domaine, beaucoup plus difficile. Par exemple, tout échange de données sur le terrorisme, sur les arrivées dans la zone Schengen, doit passer par le règlement, je ne sais pas comment on dit ça en français, General Data Protection Regulation. Mais Johnson refuse ça parce que s'il y a des accords
sur l'interprétation de ce règlement, ça passe à la Cour de justice de l'Union européenne. Et pour M. Johnson et les anti-européens, les Brexiteurs, la Cour de justice européenne, c'est un instrument de puissance étrangère pour nier notre identité. Donc, trouver des problèmes à ça, c'est loin d'être évident. Moi, je peux citer le Cour des droits de l'homme à Strasbourg qui ingère beaucoup plus dans les affaires intérieures d'un pays. Dire que vous ne pouvez pas battre les enfants, que vous ne pouvez pas supprimer les gays, etc. Il y a vraiment une ingérence supranationale dans nos affaires, mais les Tories sont obsédés avec toute institution de l'Union européenne. Donc, c'est des vraies difficultés là. Est-ce qu'on peut rester membre de Europol, par exemple? Le mandat d'arrêt européen, non, j'étais à bord. Ça va rendre des vraies difficultés entre la coopération entre Bruxelles et Londres si on refuse que les autres pays comme la Suisse, la Norvège ou même la Turquie ont accepté. Mais non, nous voulons, M. Johnson ne veut rien savoir si il s'agit de quelque chose qui s'appelle l'Union européenne. Mhm. D'accord. Et sur les relations Johnson-Trump, alors, comment est-ce que Oh, oui, oui, d'abord, quand il était maire de Londres, et Trump a dénoncé Londres comme un lieu de criminalité, de terrorisme musulman, Johnson, qui était américain, je pense qu'il a renoncé à sa citoyenneté américaine, mais il est né à New York, donc il a eu un passeport américain. Il a dit la seule bonne raison de ne pas jamais aller à New York, ça évite toute possibilité de rencontre Donald Trump dans la rue. Donc, assez insultant, mais une fois sur la question de Brexit, Trump était très anti-européen, comme on sait. Il a félicité à Nigel Farage et à Boris. Et Trump, je crois, est le seul leader mondial que Johnson a appelé depuis son lit de malade à l'hôpital, que je trouve un peu curieux. Moi, je ne sais pas s'il serait infecté simplement en parlant avec M. Trump par téléphone, mais c'est un homme dangereux avec ses idées sur désinfecter les poumons, etc. Mais sérieusement, on annonce un traité de libre-échange avec les États-Unis. En effet, les pourparlers, les premières discussions ont commencé aujourd'hui, mais tout le monde accepte que ça va être minimal parce que autant de ministres de M. Johnson et aussi des ministres anti-européens ont tous dit non, nous refusons totalement l'importation de la viande modifiée, génétiquement modifiée par les hormones, ou les poules lavées en chlorine, que nos standards de santé, pour hygiène, pour la bouffe, ne peut pas être réduit pour ouvrir le marché aux Américains. Idem pour notre National Health Service, qui est presque une église, une religion chez nous. Pas question, ce serait fatal pour le Premier ministre, d'ouvrir ce marché aux grandes boîtes médicales, pharmaceutiques américaines. Donc, on annonce que, et surtout, il faut attendre l'élection aux États-Unis. Deuxièmement, tout ce qui est quand il s'agit d'un traité de commerce, de libre-échange, c'est le Sénat, c'est le Congrès qui décide, pas le président. Donc, et chaque sénateur a des entrées de son État à défendre, promouvoir. Et si le traité contient quelque chose pour Oklahoma, pour Wyoming, pour Nebraska, ces sénateurs vont imposer leur veto. Donc, on dit peut-être quelque chose de minima avant les élections américaines. Et en tout état de cause, selon l'équivalent de, je parle en français, INSEE, le maximum bénéfice
pour l'Angleterre, notre produit national brut, notre économie serait 0,2%. Donc, c'est much ado about nothing. Ça, c'est pas très sérieux. Et pour le reste, non, Johnson a critiqué la position de Trump sur l'OMS, critiqué la retraite de l'accord avec l'Iran, est plutôt solidaire avec M. Macron, Mme Merkel. Oui, absolument. Il y avait une question de notre expert en géopolitique, M. Keller, sur la désolidarisation de M. Johnson de Trump sur l'affaire du JCPOA, justement. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est une question assez facile parce que… Nous avons une position assez différente et c'est aussi assez délicat. Bon, le monde, pour le moment, ne s'adresse pas beaucoup aux affaires internationales, mais on trouve M. Trump trop excité sur toute question de la politique étrangère. Et donc, je ne dirais pas que les choses ne vont pas évoluer. Est-ce qu'on passe à ouvrir une ambassade à Jérusalem? Oui, peut-être. Mais est-ce qu'on est prêt à critiquer la Chine? Oui, mais sans peut-être la violence des propos du président Trump. Mais même la droite anglaise ne veut pas s'américaniser et aller être le vassal de président Trump. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a des intérêts de sécurité évidents au Moyen-Orient pour le Royaume-Uni qui ont conduit M. Johnson sur cette affaire à rester assez raisonnable. Alors, il y a d'autres questions sur le lobby irlandais, notamment aux USA, pour faire respecter l'accord de retrait du Brexit et en particulier, j'imagine, les dispositions sur la frontière irlandaise et ce qui en est induit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, très, très important. Madame Pelosi est venue, disons, vous touchez à l'accord de Vendredi Saint, c'est terminé. Pour toute possibilité d'un accord sur n'importe quel sujet d'être ratifié par le Congrès. Donc, je pense que ça, c'est sous-estimé. Le problème en est, c'est que M. Johnson déjà a accepté la position de M. Barnier, qui était refusée pour Mme May, pour dire que la frontière entre l'Irlande du Nord, les 6 comtés d'Irlande du Nord britannique, et la Grande-Bretagne, le mainland, comme on dit parfois, sera le maire d'Irlande. Donc, vous exportez, par exemple, j'irai acheter de la viande hachée dans le supermarché, les vaches sont d'Irlande du Nord, mais le paquet, le processus est tous dans des géants agroalimentaires irlandais. Chaque paquet de fromage cheddar, notre camembert, notre Qui est très bon d'ailleurs, quand il est bien… un bon cheddar excellent. Mais tout ce qu'on achète mûr, parce que… au supermarché vient du lait des vaches protestantes d'Irlande du Nord, mais tourné, converti dans ce super cheddar dans le sud d'Irlande. C'est absolument ridicule un peu qu'on prétende séparer l'Irlande du Nord de la République d'Irlande. Donc, mais pour les protestants durs, les députés protestants durs unionistes de l'Irlande du Nord, c'est inacceptable qu'il y a des contrôles douaniers à l'intérieur du pays du Royaume-Uni. C'est comme avoir des contrôles douaniers entre la Vendée et le reste de la France. Il y a dans les tripes des Tories aussi, ils n'aiment pas l'idée de céder à l'idée que l'Irlande du Nord va, à un moment futur, lentement glisser et devient partie de l'Irlande républicaine unifiée. Donc, tous ces sujets-là sont ultra délicats pour M. Johnson à gérer.
Est-ce que vous croyez à une réunification de l'Irlande à terme? C'est pas, à mon avis, c'est comme avec les autres questions délicates comme la Catalogne, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, euh, pour le moment, vous avez une identité, je pense à ma partie de ma famille, côté mère, vous avez une identité beaucoup plutôt irlandaise en Irlande du Nord. Vous êtes payé en euros, vous travaillez dans l'Irlande de la République, vous regardez la téléfiche Éireann, vous avez un passeport irlandais. Chaque personne née sur le sol d'Irlande a le droit à un passeport irlandais. Donc, il y a énormément des protestants d'Irlande du Nord anti-européens qui cherchent, obtiennent un passeport irlandais pour la facilité de voyager. Ils sont assez hypocrites un peu, la politique là-dessus, mais c'est normal. Et donc, mais cela dit, le système de santé de la République est nul. Si vous n'êtes pas très bien payé, assez confortable, c'est vraiment tiers-mondiste. Donc, l'idée dans un référendum que même les catholiques identifiant avec l'Irlande dans les 6 comtés du Nord vont échanger leur système de santé, le National Health Service, pour un système de santé assez primitif. Non, je ne crois pas. Donc, mais quand même, dans le traitement d'Irlande du Nord, le Brexit maintenant a réveillé tous ces anciens démons. Et la police en Belfast, Dublin, Londres, les services de renseignement ont terrifié d'avoir des frontières sérieuses et deux entre les deux parties d'Irlande du Nord, parce que c'est toujours le cible préféré des nationalistes irlandais extrémistes. Et ils sont toujours là, ils sont armés, c'est d'ouvrir le feu sur le poste de frontière. Mais M. Johnson n'a jamais eu l'expérience. L'Irlande n'était jamais un de ses thèmes préférés. Donc, il y a une ignorance sérieuse, je pense, dans le Conseil du ministre sur ce problème. Sur cette question-là, oui, d'accord. Et finalement, vous êtes assez optimiste sur la stabilité du territoire britannique en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Et alors, en ce qui concerne l'Écosse, et on peut peut-être terminer notre conversation par là, pour ne pas vous prendre trop de temps, je sais que vous êtes très occupé. Non, non, non. Vous voyez qu'il y a un risque de Je suis sécession confiné comme le reste du monde. Bon, l'Écosse, aussi très intéressant. Le base pour le lancement de la campagne sur 30-40 ans pour l'indépendance écossaise était que le pétrole du mer du Nord appartient à l'Écosse. It's our oil, c'est notre pétrole. Et avec cet argent-là, on sera comme Norvège ou Kuwait ou, je sais pas, l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, quand vous voyez le prix du baril, tout cet argument est sauté en l'air. Oui, je suis né en Écosse, donc je connais bien les passions écossais anti-anglais, mais je ne sais pas si ça va jusqu'à poser ou promouvoir une séparation totale. Donc, pour Madame Sturgeon, s'il gagne, elle augmente sa majorité. Elle est au gouvernement depuis 10 ans. S'il augmente sa majorité dans les élections au Parlement écossais à Édimbourg mai prochain, elle aura l'autorité de demander un référendum. Elle va tout ça en légalité totale. Ils ne vont pas suivre la piste catalane. Mais ils ont toujours, le plus sage parmi eux, un petit œil sur le Canada. Vous pouvez demander avoir un référendum sur la séparation, sécession, indépendance et le perdre une fois. Mais si vous le perdez une deuxième fois, c'est terminé à jamais.
Mm. Donc, il y a aussi des querelles pas possibles intestinales entre l'ancien chef du parti écossais nationaliste, M. Alex Salmond, et Mme Sturgeon. C'est trop compliqué d'entrer dedans, mais Mm. c'est vraiment vicieux et dur. Mais pour qu'il y ait... C'est une question d'instabilité parce que aussi pour le Parti travailliste, si on n'a pas les députés de l'Écosse, c'est presque impossible de former un gouvernement. On Mm. dépendait depuis toujours, depuis un siècle, sur un solide bloc de 30, 40, sous Tony Blair, 55, les 59 députés écossais. Mm. Maintenant, on a un député, le Labour, je veux dire, le travailliste, en Écosse. Et Oui. sans le retour d'un bloc des Écossais, députés écossais travaillistes, le rêve de M. Starmer, ce qui est de former un gouvernement, sont absolument nuls. Mm. Oui, effectivement, l'Écosse est aujourd'hui bleue du SNP massivement. Mais pour faire un nouveau référendum sur l'indépendance en Écosse, il faut un accord du gouvernement et du Parlement aussi britannique, n'est-ce pas? Oui, oui, il me semble, pour le moment, M. Johnson dit non Et à bien, l'indépendance, non au référendum, mais c'est aussi la politique officielle pour le moment, un peu plus mollement exprimée de M. Sir Keir Starmer. mm, Donc, parce que les militants du Parti travailliste, pour la plupart en Écosse, les conseillers élus, les députés du Parlement écossais, sont tous contre la séparation et la sécession, l'indépendance, parce que c'est la politique de leur ennemi, les partis nationalistes écossais. mm, Euh, et, mais si Mme Sturgeon obtient une grande majorité, je pense que ce sera difficile de lui refuser totalement une demande pour un nouveau référendum. mm, Mais voilà, tout c'est à jouer, c'est une question constitutionnelle. Comme je dis, la reine qui est assez âgée, elle est en pleine forme, elle a fait une très belle allocation à la télé, mais oui, très belle, oui. son mari maintenant est vraiment hors jeu. Euh, Son fils, l'héritier, a eu le coronavirus. Son petit-fils a disparu en Californie avec sa femme, le Meghan Markle. Donc, on n'est pas vraiment famille royale très, très solide. On est, nos systèmes constitutionnels sont pas assez solides. Bon, c'est pas Mm, très différent des autres pays européens, je dirais. Mais je crois que la stabilité du Royaume-Uni, les îles britanniques, n'est pas aussi solide qu'il y a 20 ans, 40 ans ou mm. 50 ans. Même s'il faut distinguer les cas. Et alors, on peut peut-être terminer par une question sur la stabilité de la monarchie, justement. On a l'impression que cette affaire d'exil de, euh, comment s'appelle-t-il, Harry Ah et oui, le prince Harry. Meghan, ont tout de même fragilisé cette institution. Est-ce que vous êtes... Oui, oui et non. Il ne faut pas oublier que 1936, on avait un roi qui a abdiqué totalement Hmm, parce qu'il voulait vivre avec une Américaine divorcée qui était impensable pour les archevêques et l'établissement et les premiers ministres à l'époque. Donc, on a bouté cette roi hors de Buckingham Palace et installé son frère comme le roi George avec ses deux princesses comme des enfants. Donc, non, je crois que ça va continuer. Si vous regardez les familles royales espagnoles, tous ces scandales, parfois belges, parfois néerlandais, suédois, bon, on va continuer avec le système actuel. Mais c'est clair et net que la reine était là depuis 52, je crois, elle est arrivée au pouvoir, 60 ans. Elle est un énorme facteur de continuité de ces années glorieuses de Deuxième Guerre mondiale, quand c'est l'Angleterre qui a sauvé l'Europe de fascisme, hitlérisme, etc., etc. C'est une puissance mondiale et toutes les évolutions
elle nous a accompagnés, si vous voulez. Mais je ne pense pas que le prince Charles aura le même lien avec le peuple. C'est un homme solide et compétent. J'ai Mm. skié deux, trois fois avec lui. C'est un très bon skieur à Ah oui. l'époque. Il est gentil et correct. Parfois, il est un peu excentrique, mais il a le droit. Son mariage est solide. Il a son fils, le prince William, donc l'héritier après, est assez populaire, solide, compétent, calme, qui a marié une femme très, très normale, pas un aristocrate. Et eux, ils ont deux enfants, donc la cercle continue. Très bien. Eh bien, écoutez, sur cette touche d'optimisme, je crois qu'on va conclure ici en vous remerciant beaucoup et très chaleureusement, Denis, de nous avoir accordé un peu de temps pour partager vos réflexions sur la situation en Grande-Bretagne. J'espère que nous pourrons vous revoir bientôt et